Il me semble que l'Europe a été rabaissée au niveau du sol. L'Europe a cessé d'exister comme centre indépendant, comme centre politique souverain dans la politique mondiale. Elle danse au son de la flûte de l'administration américaine, exécutant leur moindre ordre, même à son propre détriment. Vous avez mentionné que certains experts en Occident pensent qu'un tel missile est facilement intercepté, détruit, surtout lors de la phase de lancement. Que dire à ces experts ? Si ces experts occidentaux, dont vous parlez, pensent ainsi, qu'ils nous proposent, ainsi qu'à ceux de l'Occident et des États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une expérience technologique. Qu'ils désignent un objectif à détruire, disons à Kiev. Qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles, et nous frappons avec l'Oreshnik et voyons ce qu'il se passe. Nous sommes prêts à ce genre d'expérience. Mais l'autre côté est-il prêt ? Monsieur le Président, vous n'avez pas atteint les objectifs de l'opération militaire spéciale. Un grand nombre de Russes ont perdu la vie, y compris un général qui a été visé par une tentative d'assassinat ici, à Moscou, cette semaine. Par ailleurs, le chef syrien que vous souteniez a été destitué. Lorsque vous rencontrerez le président Trump, vous serez un dirigeant affaibli. Comment comptez-vous agir ? Chers collègues, et je dis cela avec respect, car malgré toutes les pressions exercées sur notre presse, nous vous permettons de travailler librement en Russie, et vous le faites sans restriction, c'est déjà bien. À vous, ainsi qu'à ceux qui vous paient aux États-Unis, il plairait beaucoup de voir la Russie en position de faiblesse. Mais je suis d'un autre avis. Je considère que la Russie est devenue beaucoup plus forte au cours des 2 ou 3 dernières années. Nous prendrons nos décisions sans tenir compte de l'avis d'autrui, uniquement en fonction de nos intérêts nationaux. Vous avez parlé de la Syrie. Vous, et ceux qui vous paient, voulez présenter tout ce qui se passe en Syrie comme un échec ou une défaite pour la Russie. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs. Donc, peu importe à quel point certains souhaiteraient présenter la Russie comme affaiblie, vous savez, puisque vous êtes américain, je voudrais rappeler les paroles d'un écrivain célèbre que tout le monde connaît. Les rumeurs sur ma mort sont grandement exagérées. Poutine, le président de la Russie, a fait un discours de près de 4h30, quasiment sans interruption. Et durant toute son intervention, il a passé en revue les réalisations de l'année 2024, démontrant une maîtrise parfaite d'un tas de sujets en fait. Les résultats parlent d'eux-mêmes, surtout si on les compare au chaos dans lequel la Russie se trouvait lorsqu'il a pris le pouvoir en mars 2002. Les séances de questions-réponses de fin d'année de Vladimir Poutine regorgent de points qu'on pourrait analyser pendant des semaines, voire même des mois. Mais on va se concentrer, vu que je vais faire une synthèse, sur les enjeux géopolitiques actuels. Poutine a parlé de la dégradation des relations entre la Russie et l'Europe occidentale, traitant les pays européens de toutou des États-Unis. Voire même c'est plus violent que ça. Il a fait comprendre que l'Europe est d'une soumission aveugle et il a émis l'espoir que ça changera un jour. Comme il dit, il espère. On va aussi l'écouter lancer un défi à l'OTAN. Il va proposer une sorte de proving technologique au sujet des nouveaux missiles russes. Il va demander à l'OTAN de choisir une cible que la Russie va frapper pour voir si les armes occidentaux sont en mesure de stopper ces missiles. Après ça, il va expliquer comment est-ce que la Russie arrive à tenir le coup durant cette période de troubles. Comment est-ce que l'économie russe évolue et va expliquer que pour la première fois depuis des décennies, la Russie devient vraiment autonome. Par la suite, il va répondre assez sévèrement à un journaliste payé par les États-Unis qui est venu le provoquer. Je vous laisse écouter ça. Et si nous parlons de questions sérieuses, notamment de la manière dont nos relations se développent avec l'Europe, et en général avec les pays occidentaux, vous comprenez. À l'époque, nous avons même, en substance, je n'y ai pas participé personnellement, mais la génération précédente de nos dirigeants acceptait l'effondrement de l'Union soviétique. Cela, entre autres, dans l'idée de faire de la Russie une partie de ce qu'on appelait alors, et qu'on peut aujourd'hui qualifier de soi-disant monde civilisé occidental. On croyait qu'une fois les murs de l'affrontement idéologique tombés, nous deviendrions partie intégrante de ce monde civilisé. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Il s'est avéré que, bien au-delà des questions idéologiques, il existait aussi des enjeux d'intérêt géopolitique. Et très rapidement, on nous a montré quelle était notre place. Voyez-vous, une place dans un coin, reléguée dans l'ombre. Et cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à soutenir des forces séparatistes et terroristes dans le Caucase, à tenter de déstabiliser la Russie de l'intérieur avec toute leur énergie, avec toute la puissance dont ils disposaient. Nous avons surmonté cela, nous avons traversé ces épreuves. Que n'avons-nous pas proposé pour établir des relations ? J'en ai déjà parlé à maintes reprises, et je n'ai pas envie d'y revenir en détail maintenant. Mais malgré tout cela, rien n'a changé. L'OTAN a continué son expansion vers l'Est. 5 vagues, voire maintenant 6. À toutes nos objections, à toutes nos préoccupations,
Ils ont répondu par l'indifférence. Ils ont suivi leur chemin, sans se soucier de notre avis. Voilà comment nos relations, y compris avec l'Europe, se sont développées. Oui, je sais, des dirigeants européens m'ont dit, nous étions contre. Je l'ai déjà dit et je le répète, car c'est important. Ils disent, nous étions contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais tu sais, nous voterons contre. Alors, pourquoi en 2008, à Bucarest, avez-vous ouvert les portes de l'OTAN à l'Ukraine? La réponse est simple. Eh bien, à l'époque, les Américains ont exercé une forte pression sur nous. Et si demain, ils exercent encore plus de pression sur vous? Allez-vous tout accepter à nouveau? Allez-vous signer définitivement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? La position des États-Unis n'a pas changé. Ils disaient, non, nous n'accepterons pas l'Ukraine maintenant, car elle n'est pas prête. Elle doit suivre un processus de préparation pour devenir membre. Mais quand ils jugeront l'Ukraine prête, ils feront pression sur les Européens, et ceux-ci céderont encore. Ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde peut le constater. Il me semble que l'Europe a été rabaissée au niveau du sol. L'Europe a cessé d'exister comme centre indépendant, comme centre politique souverain dans la politique mondiale. Elle danse au son de la flûte de l'administration américaine, exécutant leur moindre ordre, même à son propre détriment. Parfois, j'ai l'impression que des personnes occupant des postes très élevés, comme dans la République fédérale d'Allemagne, suivent des consignes de services spéciaux américains plutôt que de travailler dans l'intérêt de leur propre peuple, en l'occurrence le peuple allemand. Comment peut-on accepter tout ce qui se passe là-bas? Prenez, par exemple, les ressources énergétiques. Sur le marché américain, dans certains États, elles coûtent 3 à 5 fois moins cher qu'en Europe et en Allemagne. Bien sûr, cela entraîne la fermeture de secteurs entiers en Allemagne, qui délocalisent ensuite leurs activités aux États-Unis. Et cela se fait de manière délibérée et méthodique. Mais les Américains sont pragmatiques. Ils agissent dans leur propre intérêt, et on peut leur reconnaître cela. Parfois, on a l'impression que si on leur disait « Nous allons vous pendre », leur seule question serait « Devons-nous apporter la corde nous-mêmes ou allez-vous nous la fournir ?» C'est tout. Résultat, Volkswagen ferme, les entreprises métallurgiques ferment, les usines chimiques ferment, les verreries ferment. Des milliers de personnes, aujourd'hui peut-être des centaines, mais bientôt des milliers sont jetés à la rue. Et pourtant, rien, aucun bruit, juste quelques murmures dans les processus politiques internes. Alors, comment dialoguer avec de tels partenaires? De quoi peut-on bien discuter avec eux? Ce n'est donc pas notre faute si nos relations avec l'Europe se sont dégradées de la sorte. Cela reflète aussi l'état interne de l'élite politique européenne. Mais j'espère que tout cela finira par passer un jour, et que nos relations avec l'Europe, ainsi qu'avec certains États européens, seront rétablies. Je ne peux m'empêcher de poser une question sur les déclarations que nous avons entendues de votre part ces dernières semaines concernant les images largement diffusées des premiers essais en combat du tout nouveau missile Oreshnik. Il semble qu'il n'ait vraiment aucun défaut, mais en Occident, par exemple, on continue à qualifier Oreshnik de modification d'une ancienne arme soviétique et à affirmer que ce missile pourrait être abattu par la défense aérienne même au moment du lancement. Comment réagissez-vous à ces propos? A-t-il des défauts? Et si vous permettez une question supplémentaire, quel sens les créateurs de Oreshnik ont-ils voulu donner à son nom, car il existe différentes interprétations à ce sujet? Tout d'abord, concernant la question de savoir si c'est une arme ancienne ou moderne, c'est une arme très moderne et nouvelle. Tout ce qui est créé dans n'importe quel domaine repose sur des développements précédents, des réalisations antérieures, puis les gens font un pas en avant. C'est exactement la même chose pour Oreshnik. Oui, il y a eu des développements, notamment pendant la période russe. Sur cette base, les scientifiques, concepteurs et ingénieurs se sont demandé ce qu'ils pouvaient encore faire, en coordination avec le ministère de la Défense et le client. Finalement, cela m'a également été transmis, et j'ai pris part à la décision finale de produire ou non ce missile, en quelle quantité, quand et comment. Et il a été fabriqué. C'est une arme moderne. Je le répète, c'est une arme à portée moyenne et courte. Vous avez mentionné que certains experts en Occident pensent qu'un tel missile est facilement intercepté, détruit, surtout lors de la phase de lancement. Que dire à ces experts? Il existe plusieurs types de systèmes de défense aérienne. Comme vous le savez, vous travaillez pour Zveda. Il y a les Patriots. Ce sont des systèmes plus modernes comme le THAAD. Je ne sais pas s'ils sont en Ukraine ou pas. À mon avis, non. Si les Américains décident de les livrer, qu'ils les livrent. Qu'ils envoient les THAAD. Ce sont des systèmes plus modernes, similaires à notre S-400. Si le Patriot peut être comparé au S-300 russe, le THAAD est plus proche du S-400. Les caractéristiques sont un peu plus faibles, mais globalement, c'est du S-400.
Mais il y a aussi d'autres moyens de destruction. Ce sont les systèmes de défense antimissiles, dont on a beaucoup parlé et débattu. Nous avons demandé aux Américains de ne pas déployer ce système pour ne pas avoir à créer un système pour y faire face. Finalement, nous l'avons fait. Vous vous souvenez, le Avangard a introduit un bloc planant qui ne suit pas une trajectoire balistique mais qui rase le sol, sans entrer dans l'espace, et ce n'est pas un missile balistique, etc. Nous avons fait beaucoup pour contrer les systèmes antimissiles. Et, du point de vue des intérêts des contribuables américains, toute cette histoire est coûteuse et ne contribue que peu à la sécurité de leur pays. Mais ce système a néanmoins été créé dans une certaine ampleur. 2 sites de lancement ont été créés, l'un en Roumanie, l'autre en Pologne. Et là-bas, en service de garde, il y a des missiles standard 24 contre les missiles. Je ne me souviens plus du nom exact. Je crois qu'il s'appelle Standard 3. En Roumanie, c'est une version 1B. Leur portée de destruction est de 300 km et leur altitude de frappe va de 80 à 250 km. En Pologne, il y a des armes plus puissantes, plus récentes. Là, la portée de l'interception atteint déjà 1000 km avec une altitude de 500 km. Mais l'Oreshnik, lui, est une arme à portée moyenne. Une arme à portée moyenne a une portée de 1000, 1500, 3000 et plus, jusqu'à 5500 km. Voilà la portée. Maintenant, imaginons que notre système soit situé à 2000 km de distance. Même les antimissiles en Pologne ne pourraient pas l'atteindre. Oui, on dit qu'il est vulnérable lors de la phase de propulsion. Eh bien, tout d'abord, rien ne pourra atteindre cette distance, même si ces sites de lancement ne sont pas protégés, mais ils sont bien sûr protégés. Rien n'atteindra cette distance. Il n'existe pas de système capable de couvrir cette distance. Premièrement. Et deuxièmement, pour atteindre une telle distance, il faut du temps. Et dès que quelques secondes passent, nous commençons à déployer les blocs de combat. Et c'est tout, la mission est accomplie. Il n'y a donc aucune chance d'intercepter ces missiles. Eh bien, si ces experts occidentaux, dont vous parlez, pensent ainsi, qu'ils nous proposent, ainsi qu'à ceux de l'Occident et des États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une expérience technologique. Disons, un duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils désignent un objectif à détruire, disons à Kiev. Qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles, et nous frappons avec l'Oreshnik et voyons ce qu'il se passe. Nous sommes prêts à ce genre d'expérience. Mais l'autre côté est-il prêt? Quoi qu'il en soit, nous n'excluons rien, sachant que tous leurs systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne sont en service. Et pour nous, ce sera intéressant. J'aimerais poser une question générale. Actuellement, le monde semble être en train de sombrer dans la folie, ou y est déjà. Le potentiel de conflit est à son comble partout dans le monde, et l'économie mondiale traverse une période difficile. Comment la Russie parvient-elle non seulement à tenir le cap, mais aussi à continuer de croître? Vous savez, lorsque tout est calme et stable, on s'ennuie et on souhaite du mouvement. Mais dès qu'il y a du mouvement, avec sifflement de balles et danger, la peur surgit. Mais tout, finalement, est mesuré par l'économie. Commençons donc traditionnellement par l'économie. Malgré la nature un peu provocante de votre question, tout repose sur l'économie. Elle est le socle du niveau de vie des citoyens, de la stabilité et de la capacité de défense du pays. En Russie, la situation économique est globalement stable et positive, malgré toutes les menaces extérieures et les tentatives d'influence. L'an dernier, la croissance économique a été de 3,6%. Cette année, elle devrait atteindre 3,9%, voire 4%. Nous devrons attendre les résultats du dernier trimestre, qui seront finalisés au premier trimestre 2025. Cela signifierait une croissance économique d'environ 8% sur 2 ans. À titre de comparaison, les États-Unis enregistrent une croissance de 5 à 6%, la zone euro 1%, et l'Allemagne, la principale économie de la zone euro, 0%, avec des perspectives similaires pour l'année prochaine. Les institutions financières internationales classent la Russie au premier rang en Europe en termes de PIB basé sur la parité de pouvoir d'achat, et au 4e rang mondial, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Nous avons dépassé l'Allemagne l'année dernière et le Japon cette année. Cependant, ce n'est pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Il y a des indicateurs clés, comme le taux de chômage, qui est au niveau record de 2,3%, un chiffre jamais atteint auparavant. La croissance industrielle est également significative, 4,4% dans l'ensemble et 8,1% pour l'industrie manufacturière. En résumé, la situation est stable, fiable, mais exige un effort continu. Évidemment, le pays est immense, et certains pourraient m'écouter et dire « De quoi parlez-vous ? Quelle amélioration du bien-être ?» Chez moi, rien n'a changé. D'autres pourraient même dire que leur situation s'est détériorée. Cela arrive, bien sûr. Je parle de moyenne,
car lorsque nous planifions quelque chose, nous devons nous baser sur des données concrètes. Une autre raison objective est la récolte. Une troisième est la hausse des prix mondiaux de certains produits. Les sanctions et autres restrictions extérieures, bien qu'elles n'aient pas un impact majeur, affectent tout de même la logistique et augmentent les coûts. Il y a aussi des facteurs subjectifs et des lacunes de notre part. Par exemple, certains experts estiment que la Banque centrale aurait pu utiliser plus efficacement et plus tôt certains outils, sans se limiter à l'augmentation du taux directeur. Dans le contexte actuel, la question du potentiel militaire en personnel devient très importante. Dans le Caucase du Nord, il y avait de nombreux établissements d'enseignement qui formaient des spécialistes militaires, notamment en Ossétie du Nord. L'Institut militaire du Caucase du Nord des troupes internes est une institution légendaire, avec 7 de ses diplômés héros de l'Union soviétique et 14 héros de la Russie. Aujourd'hui encore, ces diplômés continuent de remplir avec succès des missions de combat pour notre pays. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur Anatoly Koulikov. Plus récemment, Sergueï Kerudinov est devenu héros de la Russie pour sa participation à l'opération spéciale. Y a-t-il une possibilité de rétablir cet établissement d'enseignement, qui est aujourd'hui si nécessaire non seulement pour le Caucase du Nord, mais aussi pour toute la Russie? Merci, Aline, pour cette question, car c'est une bonne introduction. Ne soyez pas en colère contre Aline. Et voici pourquoi. Premièrement, l'Ossétie du Nord a toujours été un avant-poste stratégique pour la Russie dans cette région, dans le Caucase. Et à travers toutes les époques, elle a rempli ce rôle important avec honneur. Nous savons combien les habitants de cette république sont attachés à leur petite patrie et à notre grande patrie commune, la Russie. Ils ont toujours défendu cette dernière et ont accompli cette mission de manière digne et brillante. Vous avez mentionné la fermeture des écoles militaires. Cela n'est pas lié à une décision visant spécifiquement l'Ossétie. Cela découle du fait que, selon les spécialistes militaires et les départements concernés, le réseau des écoles militaires dans son ensemble était surdimensionné. Il n'était pas nécessaire de former autant de spécialistes militaires pour une armée comme celle de la Russie à l'époque. Aujourd'hui, nous augmentons les effectifs de l'armée et des forces de sécurité dans un certain nombre de circonstances, jusqu'à 1,5 million de personnes. Je ne peux pas dire maintenant, catégoriquement, que nous le ferons demain, mais je vous promets que nous allons certainement examiner cette question. Merci. Continuons. Monsieur le Président, je suis Kay Simons. J'ai 2 questions, si vous me le permettez. La première concerne le président élu Trump. Monsieur le Président, vous n'avez pas atteint les objectifs de l'opération militaire spéciale. Un grand nombre de Russes ont perdu la vie, y compris un général qui a été visé par une tentative d'assassinat ici, à Moscou, cette semaine. Par ailleurs, le chef syrien que vous souteniez a été destitué. Lorsque vous rencontrerez le président Trump, vous serez un dirigeant affaibli. Comment comptez-vous agir? Que pourriez-vous offrir dans un esprit de compromis? Vous avez dit, nous pourrons proposer, ou je pourrais proposer quelque chose au président élu Trump lorsque nous nous rencontrerons. Poutine, eh bien, tout d'abord, je ne sais pas quand nous nous rencontrerons, car il n'a rien dit à ce sujet. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 4 ans. Je suis prêt pour cela, bien sûr, à tout moment. Je serai également prêt à une rencontre, s'il le souhaite. Vous avez dit que cette discussion aurait lieu dans une situation où je serais affaibli. Chers collègues, et je dis cela avec respect, car malgré toutes les pressions exercées sur notre presse, nous vous permettons de travailler librement en Russie, et vous le faites sans restriction, c'est déjà bien. À vous, ainsi qu'à ceux qui vous paient aux États-Unis, il plairait beaucoup de voir la Russie en position de faiblesse. Mais je suis d'un autre avis. Je considère que la Russie est devenue beaucoup plus forte au cours des 2 ou 3 dernières années. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de devenir un pays véritablement souverain. Nous dépendons désormais très peu des autres. Nous sommes capables de tenir fermement, y compris économiquement. J'ai déjà parlé des taux de croissance de notre économie. Nous renforçons notre capacité de défense. La préparation de nos forces armées est aujourd'hui, j'en suis certain, au plus haut niveau dans le monde. Il en va de même pour notre industrie de la défense. Nous augmentons la production de tout ce dont notre armée et notre marine ont besoin. Et cela, non seulement pour le moment présent, mais aussi pour l'avenir. Nous le faisons avec assurance et à un rythme soutenu, contrairement à nos adversaires. Nous avons déjà évoqué les succès de nos forces armées. Ces succès sont en partie dus à l'augmentation de la production dans les secteurs de la défense de la Fédération de Russie. Et, encore une fois, nous faisons cela avec assurance et de manière assez rationnelle. Il a été mentionné que nos troupes progressent sur la ligne de front. Et comment cela est-il possible? Grâce, entre autres, à la technologie dont je viens de parler. Oui, nous faisons face à une coalition quasi totale des pays de l'OTAN. Mais regardons leur situation.
Un obus de 155 mm coûtait 2 000 € il y a 2 ans. Aujourd'hui, il coûte 8 000 €. Une multiplication par 4. Si cela continue, non seulement les 2% du PIB dédiés aux dépenses de défense, que le président élu des États-Unis, M. Trump, exigeait et exige encore des pays de l'OTAN, ne suffiront pas, mais même 3% seront insuffisants. L'état de préparation, la formation et la condition intérieure des forces russes sont aujourd'hui incomparables avec celles de toute autre armée au monde. C'est pourquoi je considère que la Russie est aujourd'hui dans l'état que nous recherchions. Elle s'est renforcée et est devenue un pays véritablement souverain. Nous prendrons nos décisions sans tenir compte de l'avis d'autrui, uniquement en fonction de nos intérêts nationaux. Vous avez parlé de la Syrie. Vous, et ceux qui vous paient, voulez présenter tout ce qui se passe en Syrie comme un échec ou une défaite pour la Russie. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes intervenus en Syrie il y a 10 ans pour éviter qu'un sanctuaire terroriste ne s'y établisse, comme ce que nous avons observé dans d'autres pays, notamment en Afghanistan. Dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs. Même les groupes qui combattaient autrefois le régime d'Assad et les forces gouvernementales ont évolué. Ce n'est pas un hasard si de nombreux pays européens et les États-Unis cherchent aujourd'hui à établir des relations avec eux, même s'il s'agit d'organisations qualifiées de terroristes. Pourquoi vous en mêlez-vous? Cela signifie qu'ils ont changé, n'est-ce pas? Cela veut donc dire que, dans une certaine mesure, l'objectif a été atteint. Ensuite, nous n'avions pas de troupes en Syrie. Tout simplement, elles n'étaient pas là. Nous avions 2 bases, une base aérienne et une base navale. La composante terrestre était constituée des forces armées syriennes elles-mêmes, et comme tout le monde le sait ici, il n'y a pas de secret, de ce qu'on appelle des groupes armés pro-iraniens. Nous avons même retiré à l'époque nos forces d'opération spéciales. Nous ne combattions pas là-bas. Mais que s'y passait-il? Par exemple, lorsque des groupes de l'opposition armée se sont approchés d'Alep, environ 30 000 personnes défendaient la ville. Dans la ville, 350 combattants sont entrés. Les troupes gouvernementales, avec les soi-disant unités pro-iraniennes, se sont retirées sans combat, ont fait sauter leur position et sont partis. Et cela s'est produit de manière similaire sur presque tout le territoire syrien, à de rares exceptions près, où il y a eu quelques affrontements. Auparavant, par exemple, nos amis iraniens nous demandaient de les aider à transporter leurs unités à l'intérieur de la Syrie. Maintenant, ils nous demandent de les en retirer. Nous avons évacué 4000 combattants iraniens de la base de Khmeimim vers Téhéran. Une partie des unités dites pro-iraniennes est partie sans combat au Liban, une autre partie en Irak. Cependant, la situation actuelle en République arabe syrienne reste, bien sûr, complexe. Nous espérons sincèrement qu'il y aura la paix et la tranquillité dans cette région. Donc, peu importe à quel point certains souhaiteraient présenter la Russie comme affaiblie, vous savez, puisque vous êtes américain, je voudrais rappeler les paroles d'un écrivain célèbre que tout le monde connaît. Les rumeurs sur ma mort sont grandement exagérées. Et si une rencontre avec le président élu Trump devait avoir lieu un jour, je suis certain que nous aurons beaucoup de choses à discuter. La question de savoir si la Syrie est réellement débarrassée des terroristes reste ouverte, puisque voilà, le nouveau leader à Damas, c'est Al-Joulani. Et c'est un ancien djihadiste salafiste notoire, qui est d'ailleurs encore actuellement sur la liste des gars recherchés aux États-Unis avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. C'est pas rien. Il est essentiel de se rappeler que la Russie est intervenue en Syrie pour la première fois en 2015, non pas seulement pour conserver son accès stratégique à la Méditerranée orientale, mais également pour protéger les lieux saints chrétiens orthodoxes de Damas. Le christianisme orthodoxe trouve ses origines à Damas et non à Jérusalem. Lors de sa visite à Damas, Poutine accomplissait une sorte de pèlerinage orthodoxe. En venant de la 3e Rome, qui est Moscou, il rendait hommage au berceau du christianisme, la première Rome, qui est Damas. Sur le plan géopolitique plus large au Levant, Poutine a raison. Dès 2012, la CIA a mis en place l'opération Timber Sycamore. L'opération était là pour former et armer des soi-disant rebelles modérés, afin de renverser le régime d'Assad. Et pour cela, pour l'opération, ils ont dépensé plus d'1 milliard de dollars par an. On a traité ça sur la chaîne. Cette opération, la plus grande menée par la CIA depuis le soutien des Moudjahidines afghans dans les années 1980, a impliqué des partenaires comme le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie. Ces dernières années, le Pentagone a pris le relais soutenant HTS, un groupe dérivé de l'État islamique considéré comme plus modéré, ce qui veut dire, en des termes beaucoup plus simples, qu'ils obéissent aux États-Unis. Voilà, aussi simplement que ça. Finalement, près de 14 années de sanctions américaines et de guerre économique ont mené à une situation finale où des instructeurs de drones ukrainiens, des financements qatariens et des combattants liés à Al-Qaïda mobilisés par la Turquie
continuent à opérer sur le terrain. Selon Poutine, ces forces comportent environ 350 combattants. Et il a souligné la nécessité d'adapter les stratégies. Il rappelle que la politique est avant tout un jeu de compromis. Concernant les rumeurs sur l'affaiblissement de la Russie après Assad, Poutine répond avec un humour citant Mark Twain. Les nouvelles de ma mort ont été grandement exagérées, avec un sourire en coin. La Turquie sous la houlette d'Erdogan pose un défi majeur. Erdogan soutient que la Turquie est plus grande que ses frontières actuelles, laissant entendre et laissant comprendre qu'Ankara envisage en fait d'annexer des territoires syriens parce qu'il veut que la Turquie soit plus grande que ce qu'il y a actuellement. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui interprètent cette ambition comme étant un projet visant à établir une sorte de grande Turquie, incluant des régions comme Thessalonique, Chypre, Alpes et même Mossoul. Toutefois, dans la confusion actuelle, tout cela s'apparente à un véritable brouillard de guerre. Après la chute d'Assad, Israël a rapidement ciblé des entrepôts contenant des équipements militaires lourds à travers la Syrie, notamment des armes sensibles. On ignore encore qui a révélé l'emplacement exact de ces dépôts d'armes, mais ils l'ont fait. Et sans surprise, les États-Unis ont vivement réagi. La Maison-Blanche et l'État profond américain comptaient transférer ce matériel à Kiev pour renforcer leur position dans le conflit en Ukraine. Les accords secrets conclus entre les membres du processus d'Astana et Israël restent entourés de mystères. On dit bien accords secrets. On s'attend à quoi? Bien que la Russie n'ait pas été directement affaiblie par la perte de la Syrie, certaines interrogations demeurent. La souveraineté nationale syrienne a été gravement compromise, tout comme les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme. Le moment fort de toute cette séance de questions-réponses a été la proposition audacieuse de Poutine de tester les missiles hypersoniques Oreshnik face au système de défense anti-missiles ISIS-Ashore de l'OTAN. Il suggère même que ce test pourrait se dérouler à Kiev, à Londres ou au siège de l'OTAN près de Bruxelles. Voilà, comme ça, c'est vite réglé. Mais évidemment, ce scénario, c'est improbable. C'est très peu probable que l'OTAN accepte ça. L'OTAN actuellement veut éviter à tout prix une nouvelle humiliation devant le reste du monde. Donc, ça n'arrivera pas. Mais c'est bien quand même d'avoir dit un truc pareil. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos analyses, vos observations. Et on se retrouve une prochaine fois.